Merci beaucoup à tous d'être présents ce soir pour ce meet-up, qui est le premier meet-up tech qu'on fait chez Front Guys. Pour information, Front Guys, c'est donc un cabinet de conseil spécialisé dans le front, a priori c'est dans le nom. Et donc on a toute une population de designers et de développeurs front, et en l'occurrence, une des missions de Front Guys, c'est de rapprocher les designers et les développeurs, les faire travailler ensemble, parce qu'on sait très bien que c'est comme ça qu'on arrive à faire des beaux produits performants, bien foutus. Et voilà, on fait aussi donc beaucoup de design ops, c'est-à-dire vraiment la réorganisation. Ça doit vous parler, c'est vraiment le parallèle du DevOps. On fait du design ops aujourd'hui parce que les entreprises ont du mal à s'organiser autour du design, et donc le design ops répond à ces problématiques. Et voilà. Et aujourd'hui, on reçoit Adrien. Merci beaucoup, Adrien, qui est donc lead dev front chez Front Guys, qui va nous parler du design d'API et qui va tenter de créer des ponts entre justement le design d'API et le design produit. Et moi, en tant que designer, je trouvais ça hyper intéressant parce que des API, on en entend parler à tout va dès qu'on est un petit peu dans la tech, dans la conception de produits. Et c'est vrai qu'on a du mal avec ces notions-là. Et on en a souvent parlé avec Adrien. Et Adrien me dit souvent que il y a des vrais ponts, des vrais liens entre le design produit et le design d'API. Et donc, il est là aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Donc, merci beaucoup, Adrien. Passez un bon meet-up et après, pizza, bière, discussion, on sera là. Donc, voilà. Merci encore beaucoup à tous. Bonsoir. Voilà. Créer des ponts entre design d'API et design produit, c'est le design d'API, moi, ça m'a intéressé depuis quelques années. Ça fait partie de mes petits dadas, Daya pourra en témoigner. Je m'appelle Adrien Gibra et comme l'a dit Nico, je suis lead front-end développeur et j'aime le design d'API. Je vous représente Front Guys très rapidement. On a une population de développeurs et de designers et on essaye chez nos clients vraiment d'amener de la collaboration entre les deux. Donc le sujet de ce soir, c'est pile dedans. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet-là? C'est aussi parce que cette semaine, il y a une série de conférences, les API Days, qui est chaque année à Paris. C'est 3 jours complets, 8 tracks de conférences, plutôt pour des boîtes qui font vraiment, dont le cœur de métier, c'est les API. Un peu plus tech que design, je vous avoue. Mais c'était la bonne occasion de parler de design d'API cette semaine. Et puis, il y aura à la fin de la présentation une place à gagner pour les API Days si quelqu'un est intéressé. Ça, c'est ce qu'on présente souvent, la façon dont les designers et les développeurs vont collaborer. Il y a d'abord un design produit qui est construit, et puis ensuite, on fait une passation, et ça va être le tour de l'engineering. C'est très vrai, mais en réalité, il n'y a pas que cette frontière au milieu avec un passage. Je trouve que les deux patates ne se touchent pas beaucoup. Et en réalité, il y a beaucoup plus de liens et de ponts et de parallèles à faire entre les deux. Le but de cette présentation ce soir, c'est que vous reteniez que le design d'API et le design de produit partagent énormément de choses. Je vais vous montrer rapidement. Il y a des conceptions communes qu'on a ensemble. Il y a énormément de principes qu'on peut réappliquer dans les deux. Et il y a même des pratiques communes entre les deux. Et en réalité, je pense qu'il y a pas mal de designers dans la salle. Le design d'API REST, c'est absolument pas technique, c'est absolument pas compliqué. C'est quelque chose qui, à mon avis, devrait être plus souvent fait, animé par les designers, voire même par les PO. Surtout par les PO, sûrement. Et en tout cas, ça peut être une pratique qui est partagée par design et dev. On en parlera juste à la fin avec, je vous présenterai un petit atelier pratique là-dessus. Déjà, je commence par le début. Qu'est-ce qu'une API? Je vous redonne quelques définitions hyper simples, mais ça permet de poser un peu le débat. Une API, c'est un acronyme qui veut dire Application Programming Interface. Donc en gros, c'est un programme qui permet à 2 applications distinctes de communiquer entre elles et principalement d'échanger des données. Voilà, ça c'est la définition universelle de ce que c'est une API, quel que soit le type d'API.
c'est cette définition qui s'applique. Si vous voulez vous faire une image mentale de ce que c'est qu'une API, ça correspond tout à fait au serveur dans un restaurant. C'est-à-dire que l'interface, ça va être la table. La documentation de ce que vous pouvez faire avec le produit, ce sera le menu. La documentation de l'API. Le back-end, je ne vais pas l'appeler back-end pour ne pas avoir le problème avec le mot serveur. C'est la cuisine. Et en fait, vous allez faire des demandes au serveur qui va aller vous apporter ce qui revient de cuisine. Ça peut être vraiment du contenu, comme un plat. Ça peut être des informations sur est-ce qu'il y a des allergènes. Ça peut être plein de choses. Ça peut être voilà, donc du contenu et des données, des métadonnées ou de l'information. Et vous pouvez filer cette espèce d'allégorie autant que vous voulez. Ça colle très bien pour décrire les API. Il existe plein de types d'API. On parlera principalement de REST. En gros, REST, c'est le principe du web. C'est l'architecture du web appliquée aux API. C'est d'ailleurs la même personne qui a fait le protocole HTTP, Roy Fielding, en 1996, et qui a décrit ce que c'était que l'architecture REST, qui a inventé l'architecture REST en 2000. Mais il y a d'autres types. J'en parlerai. Je vais juste en parler là pour que vous ayez un peu quelques connaissances. Il y a GraphQL et RPC que vous pourrez entendre. GraphQL, c'est une API très particulière qui permet de représenter un graphe de données et qui propose un langage pour aller requêter dans cet ensemble de données. C'est une alternative aux API REST qui a été introduite par Facebook pour essayer de répondre à quelques limitations qu'il y a dans les API REST et puis pour simplifier, donner plus de pouvoir à ceux qui requêtent, qui utilisent l'API. RPC, c'est un très très vieux protocole qui a été un peu remis au goût du jour par Google récemment pour des raisons de perf. Google l'a remis au goût du jour, mais c'est dédié, vous allez voir, à uniquement du transfert de données. Quand je dis qu'il y a plein de formats, il y a plein de formats d'API, mais il y a aussi plein de formats de données qui peuvent transiter. Pourquoi je m'intéresserai particulièrement à REST? 1, parce que c'est une des plus solides, une des plus anciennes, et 2, parce que ça peut faire transiter tout ce qu'on veut. Des images, du HTML, des documents, c'est vraiment le tout-terrain. Alors que GraphQL, on fait plutôt transiter que de la donnée, du JSON, et RPC, de la donnée dans différents formats, mais c'est pareil, c'est que de la donnée. Il y a plein de types d'API. Ça, c'est la plus courante. C'est celle que vous utilisez, je pense, tous les jours dans vos produits. C'est tout simplement une API qui va permettre d'aller afficher des données sur plein de types de terminaux. On va avoir des pages web qui vont être peut-être générées côté serveur. On va avoir une application Android. On va avoir une application desktop, une application iOS et peut-être même une web app. Voilà, c'est une seule API qui permet d'adresser plein de cas d'usage et plein de médias. Mais en réalité, il y a plein d'autres types d'API, dès que vous voyez peut-être moins. Au cœur d'un système d'information d'une entreprise, il y a souvent plein d'API qui communiquent entre elles ou qui font communiquer des services de l'entreprise entre eux. Et il y a même d'autres types d'API que vous utilisez en réalité tous les jours. Les API de banque, c'est uniquement là pour se connecter à des services tiers, pour être intégré dans des produits, dans des sites marchands, etc. C'est pas une API pour un produit, c'est une API pour interfacer un service à un autre. Tout ça pour dire que des API, en réalité, il y en a absolument partout. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que les API, tout comme dans la définition de départ, ce sont des interfaces. Alors attention, je ne parle pas d'interface visuelle. Je parle d'interface au sens un connecteur, une interface où il y a deux choses qui se touchent. C'est pour ça que j'ai mis la pièce de puzzle, c'est vraiment... voilà, en fonction de la forme, on sait à quoi ça peut se connecter, etc. C'est un endroit où il y a un contact entre deux systèmes. N'empêche que ça reste une interface, et du coup, ça ne design pas pareil qu'une interface visuelle, mais ça a des caractéristiques un peu communes avec tous les autres types d'interfaces. On en arrive au point commun. Le premier, c'est qu'on a des conceptions communes, comme je vous l'ai dit au départ. D'abord, alors ça c'est un peu notre credo, mais c'est les deux conceptions, les deux types de design, l'exercice de design de produit et l'exercice de design d'API sont centrés utilisateurs. Si vous regardez, dans un processus de design, on part
de l'utilisateur. Et puis, on va vers la partie design. Sur une conception d'API, on aura plutôt des services qui proposent des API, et puis on peut avoir différents types de consommateurs. Les développeurs sont les premiers consommateurs et les premiers utilisateurs d'une API. Et ensuite, ils refournissent encore un service à l'utilisateur final via un produit. Donc, vous voyez, en miroir, on part de l'utilisateur pour aller vers quelque chose et on retourne vers l'utilisateur. Mais c'est quand même pour et par l'utilisateur qu'on doit designer. Ensuite, on a un peu finalement le même métier. C'est essayer de rendre clair des choses qui sont parfois très compliquées. Et je mets en parallèle, on réutilise, on va reparler de Don Norman, mais le livre The Design of Everyday Things, ça a été repris dans des présentations pour présenter comment les API doivent être designées. Et on a un langage comme ça commun, on en reparlera juste après. Et enfin, on a le même type de cycle de travail. Vous allez me dire que c'est un cycle très classique dans l'industrie, c'est pas faux. Mais on a quand même... on part souvent de la partie design, ensuite on met dans les mains des utilisateurs et on fait des ajustements. Et ça, on le retrouve aussi bien dans la partie conception d'API que dans la partie conception de produits. Ce que je voudrais que vous reteniez de cette partie-là, c'est que DX, c'est pour développeur expérience, UX, user experience. L'expérience qu'a un développeur en utilisant une API, ça va beaucoup impacter l'expérience utilisateur à la fin. Et la façon dont vous utilisez une API aura des impacts sur l'expérience utilisateur à la fin. On en vient au principe, où c'est là où je vais tisser le plus de parallèles. Alors pour tisser tous ces parallèles, je vais m'appuyer. Je vais reprendre donc toujours la base de Don Norman. Il a établi 7 principes fondamentaux du design. C'était en 88, donc ça date un peu, mais ça tient toujours très très bien la route. Et je vais repartir aussi sur les bases. Je vais essayer de les relier à tous les principes qu'on a aussi quand on essaye de designer une API REST. Et pour le coup, la référence, c'est pas un bouquin, c'est une dissertation qui aurait pu rester juste en fac, mais qui était une dissertation limite de fin d'études de quelqu'un qui avait déjà fabriqué le début du web avec le protocole HTTP. C'était pas forcément très grand public, et je vais essayer de le rendre le plus digeste possible. Le premier principe, donc je vais m'appuyer sur les 7 principes de Don Norman. Le premier principe dans le design, c'est qu'un produit ou une interface doit permettre de découvrir pour un utilisateur de quoi on parle, comment ça fonctionne, et donc de permettre à l'utilisateur de comprendre, trouver, identifier et accéder aux caractéristiques, fonctions et contenus d'un produit. Par exemple, si je vous montre cette interface, je pense que vous comprenez tous assez vite que c'est un produit bancaire, parce qu'il y a une hiérarchie de l'information. Il y a un montant avec des euros et qui est en gras, qui est mis en avant. Puis il y a des labels qui indiquent que on parle d'argent. Et ben pour une API, c'est le même principe. On a le même principe. C'est-à-dire que même si je vous montre un bout de code que vous ne connaissez absolument pas, qui est une réponse d'API, en fait, il y a déjà des indices. Et on va faire pareil qu'un utilisateur qui découvre pour la première fois un produit. On va aller regarder. OK, j'ai un 200, tout s'est bien passé. Donc, c'est tout là-haut dans les headers. Puis après, on va aller regarder le contenu. Et dans le contenu, on va s'apercevoir qu'il y a une indentation. Et l'indentation, ça permet de regrouper des choses. On va retrouver des intitulés, des libellés. Et on va pouvoir découvrir comment fonctionne l'API. On a même tout à la fin, tout en bas, la possibilité d'avoir des liens qui nous indiquent qu'il y a des actions possibles. Et on retrouve cette partie, à partir d'une réponse d'API, on peut découvrir comment elle fonctionne. Franchement, c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on fait côté développeur. Parfois, quand on est bloqué, on va lire la doc, ou on va lire la doc au tout début, mais on doit pouvoir aussi découvrir et comprendre comment ça fonctionne. Le deuxième principe hyper important, c'est le feedback. C'est-à-dire qu'on indique le résultat pour les actions qu'ont fait les utilisateurs. Dès qu'on a une action,
on a un retour. En design, ce serait l'exemple très classique, c'est sur un formulaire, on a une information qu'un champ est invalide, on a une information qu'un champ est valide aussi, ou que la soumission d'un formulaire plutôt s'est bien passée. Et ben, pour les API, un des principaux feedbacks, il y en a plein d'autres en fait, mais ce serait le code de statut dont je vous ai parlé tout à l'heure. 200 veut dire que tout s'est bien passé, mais il y en a plein d'autres. Et ils indiquent à chaque fois un type d'événement et de retour très particulier. 100, c'est juste une information. C'est par exemple quand on veut se connecter à une WebSocket, ça dit juste hop, on change de protocole, ça donne une info. 200, tout s'est bien passé. Il y a toute une famille avec des sous-codes qui indiquent un peu plus précisément. 300, c'est qu'on va rediriger parce qu'il y a eu un déménagement, comme on fait un changement d'adresse à la poste. 400, c'est qu'il y a une erreur et que c'est le client qui s'est trompé. Donc, il faut qu'il modifie sa demande avant de refaire une. Et 500, c'est le serveur qui s'est trompé. Voilà. Donc, en tout cas, il y a vraiment des retours qui, en fait, sont très, très précis et très codifiés. Le troisième principe, c'est le modèle conceptuel. Ça fait un peu gros mot. En réalité, c'est la façon dont un designer va planifier et organiser son design, comment il va structurer l'information, comment il va découper les vues pour que chaque vue soit sur un sujet bien particulier. Et tout ça, c'est fait pour correspondre à un modèle mental qu'il y a chez les utilisateurs qui est communément partagé. On va avoir le même type d'approche pour la conception d'une API. D'abord, on va essayer d'identifier les différents objets, de les regrouper et de les présenter comme des ressources qui ont une représentation. Ensuite, on va décider d'une sémantique, de comment on va construire les URL, les adresses de toutes ces ressources. Et enfin, on va travailler plus finement sur comment est-ce qu'on représente cette ressource dans un contenu, quelles propriétés on lui donne, quel libellé on utilise. Et tout ça, c'est aussi en miroir complet avec l'image, la représentation mentale qu'a un utilisateur ou un développeur de la ressource elle-même. Un des principes, alors je dois même vous avouer que c'est sur ce principe-là que m'est venue l'idée de faire cette présentation. C'était une présentation de design où j'ai entendu le mot affordance et je me suis dit, mais c'est un des termes que j'utilisais quand je faisais du design d'API. On partage le même vocabulaire. Et pourtant, ce n'est pas un mot très très courant. La définition, c'est ce qui relie la propriété d'un produit avec les capacités de l'utilisateur à déterminer comment le produit peut être utilisé. Une fois que j'ai dit ça, je ne suis pas sûr d'avoir été clair. L'exemple, lui, par contre, est extrêmement parlant. Une poignée de porte qu'on doit pousser, si c'est une grosse zone bien à plat, on comprend tout de suite qu'il faut pousser. Et une poignée de porte qu'on doit tirer, si c'est vraiment une poignée qu'on peut vraiment attraper, qui est bien large, on comprend tout de suite le mouvement qu'on doit faire. Pareil sur la poignée qu'on doit faire tourner, elle a une forme qui invite à l'action. Et si la forme n'est pas bonne, on ne peut pas deviner l'action. Sur les API, il y a le même type de principe. Alors, c'est un peu petit, c'est un peu plus obscur, mais l'exemple... Est-ce qu'on voit la souris? Oui. L'exemple, là, c'est l'API de GitHub. Et beaucoup de fois, dans les API, quand on doit demander un listing, le listing peut être extrêmement long. Et donc, il ne faut paginer les réponses. Et dans les headers, c'est-à-dire un petit endroit au début de la requête où on peut avoir des métadonnées, enfin, de la réponse, pardon, où on peut avoir des métadonnées, là, il y a un header particulier qui s'appelle link et qui va indiquer qu'en fait, il y a... non seulement cette ressource, mais il y en a d'autres qui sont associés. Il y a d'autres liens, d'autres links. Et ces links, il va y en avoir un qui va dire, ça c'est la page précédente, ça c'est la page suivante, ça c'est la dernière page, et ça c'est la toute première page. Et donc ça permet de faire directement un petit menu de navigation en bas, voire même, une fois qu'on a compris un peu le principe, de comprendre qu'en mettant le numéro de page, on peut faire un autre type de pagination. Enfin voilà, on comprend tout de suite qu'on est sur quelque chose de paginé. Et donc, c'est aussi ce qu'on appelle une affordance. Il y en a plein d'autres,
mais celui-là est un exemple assez fréquent. Je crois que c'est l'avant-dernier principe, les signifiants, signifiers en anglais, communiquent où et quelle action doit avoir lieu. Côté design, ça va très souvent être l'iconographie qui va pointer à un endroit, ou les labels qui vont indiquer quelle est l'action qu'il va y avoir derrière. C'est de donner en tout cas une sémantique qui permet à l'utilisateur de comprendre quelle est l'action qui va avoir lieu. Si on devait parler de sémantique côté API, la plupart du temps, moi je le mettrais en relation avec les verbes ou les méthodes qui sont utilisées. Donc selon qu'on utilise, par exemple quand on utilise la méthode post, ça veut dire qu'on crée une nouvelle ressource. Il y a une sémantique derrière ce verbe-là. Quand on utilise la méthode HTTP GET, ça veut dire qu'on va lire du contenu. On peut lire un contenu, on peut lire une liste de contenus, ça dépend, mais en tout cas, on va lire du contenu. Put, on remplace une ressource par une autre, on la met à jour avec une nouvelle version. Delete, on supprime. Ces verbes-là ont une vraie sémantique. Il y a plein d'API qui les utilisent mal ou qui les utilisent pas toujours toutes. Et en fait, on perd de la signification et ça peut perdre vos utilisateurs. On est à l'avant-dernier ce coup-ci pour de vrai. Le principe d'association. En design, le principe d'association, c'est qu'on souligne les relations qu'il y a entre les contrôles et leurs effets. Par exemple, on reprend toujours le principe de l'affichage d'erreurs dans un formulaire. Si on affiche l'erreur tout en haut de la page, alors que l'utilisateur peut avoir scrollé et en fait ne pas voir quel est le champ qui est en erreur, on va le perdre. L'idée, c'est de toujours afficher l'information près de l'endroit où elle doit être associée. Là, en l'occurrence, si c'est un champ qui est invalide, c'est le plus près possible du champ. Et dans une API, je reparle des verbes et des URL, c'est pareil. Il y a des choses qui doivent atterrir au bon endroit. Le verbe ou la méthode indique quelle action va être faite. Et ensuite, dans les URL, il y a toute une structure dans l'URL où les choses doivent être placées les unes à côté des autres et dans le bon sens et le plus proche possible. On a le serveur auquel on communique, la ressource, puis des informations, etc. Et c'est toutes ces choses associées qui vont permettre de deviner quelle est l'action qu'il y a derrière. Et le dernier principe, c'est les contraintes. En réalité, c'est pas du tout négatif, les contraintes. C'est même plutôt... la définition que j'ai mise là est très très personnelle. Pour moi, les contraintes vont guider la conception et ça pose le cadre de ce qui est possible de faire. Côté design, les contraintes qui sont listées par Don Norman, il y a les contraintes de type physique, logique, sémantique, culturelle. Physique, c'est quand on a un objet physique, on est contraint par les propriétés de la matière qu'on utilise, par exemple. Logique, sémantique et culturelle, ça va plus être par rapport au contexte utilisateur et à l'utilisateur. Je ne rentre pas dans le détail, il y aurait moyen de faire une présentation complète sur la partie contrainte. Côté reste, les contraintes, elles sont pareilles, édictées, listées, et puis elles font partie du principe de l'architecture. Pour aller très vite, c'est toujours un client et un serveur, on échange de la donnée entre les deux. Un serveur peut aussi être un client d'ailleurs. Les interfaces uniformes, c'est quand je vous parlais des ressources, elles doivent toutes avoir à peu près le même fonctionnement, utiliser les mêmes systèmes de verbes, etc. C'est ce dont je vous parlais avant, on utilise toujours les mêmes principes. Stateless, c'est que l'utilisateur ne doit pas savoir dans quel état est une ressource. La ressource a un état. Elle peut être présente ou pas présente d'ailleurs, supprimée ou pas, etc. Mais on ne doit pas avoir besoin de connaître cet état avant de pouvoir utiliser l'API. Être possible d'être mis en cache et en strat, c'est qu'on doit pouvoir découper en réalité plein de choses et les assembler à la fin. Par exemple, on peut avoir une strat qui s'occupe que du contenu, puis rajouter une authentification par-dessus, et c'est une strat complètement à part qui va sécuriser par devant, et puis avoir aussi une gestion de cache, parce qu'on est sur un environnement où on a énormément d'utilisateurs et des groupings d'utilisation. Et vous voyez, ça se construit un peu en oignon.
Et bien voilà, ces 7 principes, on a relié tous les principes du design avec les principes qui régissent le design d'API. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que finalement, l'architecture REST, c'est extrêmement simple. C'est pas compliqué du tout. Par contre, réussir à faire quelque chose de simple, c'est extrêmement compliqué. Ça demande un effort qui est inversement proportionnel à la simplicité qu'on veut avoir au final. Et on fait souvent l'erreur, tous, et moi le premier, de se dire « Ah ben c'est vachement simple, donc ça va être vachement simple à créer ». Non, pas du tout. Voilà. REST, c'est très simple, c'est pas pour autant que la pratique elle-même est toujours hyper facile. Et on en vient aux principes, aux pratiques qu'on partage. Déjà, je pense que vous avez tous entendu Design as a Product, surtout le Design System as a Product. Et ben pour les API, on a la même chose. Il y a, par contre, je pense qu'on est un petit peu... Il y a plus de boîtes qui vendent vraiment que des API que des boîtes qui vendent que des Design Systems, mais on l'approche, la conception, comme une construction d'un produit. Comme je vous montrais avec le même cycle de construction, etc. Le nerf de la guerre pour avoir des utilisateurs qui utilisent votre design ou vos API, c'est la documentation. Et en réalité, souvent on la sous-estime, mais c'est aussi là-dessus que peut se jouer, une fois qu'on a bien designé quelque chose, il faut réussir à le documenter. Là, il y a la documentation du design system d'Atlassian qui est vraiment une référence. Et à côté, c'est celle de Stripe, qui est une boîte qui ne fournit qu'une API de paiement. Ils n'ont même pas d'interface visuelle, enfin, ou très très peu. Et enfin, on partage aussi, c'est le dernier point, un modèle de maturité. C'est-à-dire qu'on peut commencer à faire du design, mais c'est pas parfait, et on a petit à petit la possibilité d'améliorer son design. Bah, sur les API, c'est pareil. Très souvent, on commence avec une API qui est très simple, et petit à petit, on rajoute un peu plus de cohérence dans les ressources, la bonne utilisation des bons verbes, puis des liens entre les différentes ressources pour améliorer la déprogrammabilité, etc. Et tout ça, ça forme un modèle de maturité dans lequel on évolue et on fait évoluer ce qu'on crée. Voilà. Je n'ai pas tout évoqué sur le sujet, mais par contre, si le sujet vous intéresse, je vous propose plusieurs ressources que j'ai trouvées intéressantes. Ça, c'est un très bon article. Bon, il est sur Medium, donc il faudra peut-être aller dans le cache de Google pour que vous puissiez le lire tranquillement, mais c'est un des premiers sur lequel je suis tombé quand je me suis dit que je voulais faire cette présentation, et il est assez bien fait. Et il parle justement de comment faire la passation entre design produit et design d'API, dont je vous parlais au début. Ça, c'est pour la lecture. Pour les vidéos, je vous conseille d'aller sur le blog d'Arnaud Lauré. On en reparlera avec la présentation de l'atelier juste après. C'est un architecte vraiment spécialisé sur les API REST, leur conception, leur documentation. Il a fait énormément de présentations qui sont extrêmement bien faites et que tout type de public peut regarder. Aussi bien des choses très pointues de dev et d'autres, ça peut être très utile pour des designers, des PO, etc. Et c'est toujours assez drôle et avec un thème graphique qui est poussé à fond. Enfin, c'est vraiment très très bien. Et enfin, pour écouter en podcast, je vous conseille API The Doc, qui est, je pense que ça va être un groupe, je ne sais pas si c'est une association ou un groupe. Ils ont toujours un track dédié aux API Days, où ils ne parlent que de documentation d'API. Ça parle d'outils, de bonnes pratiques, etc. Et pour le coup, ce n'est pas purement d'API, on parle vraiment de comment est-ce qu'on documente, et uniquement comment on documente. Et le sujet est quand même hyper large. Voilà pour ce qui est de ce que vous allez retrouver un petit peu des bonnes, on va dire des bonnes adresses. Et maintenant, je voudrais terminer en fait cette présentation en vous présentant un atelier que vous pourriez éventuellement rejouer dans vos entreprises. C'est un atelier que j'ai déjà utilisé dans plusieurs entreprises, qui marche très bien. Je l'ai souvent fait avec
que des développeurs, mais en réalité, il peut tout à fait être utilisé aussi avec des designers, et ça pourrait être des PO qui le jouent, vous allez voir, à quel point, justement, les API REST ne sont pas compliqués. Cet atelier, je l'ai pompé dans le livre d'Arnaud Lauré, justement, dont je vous parlais tout à l'heure. Le livre s'appelle The Design of Web APIs. Et au départ, son atelier, dans le bouquin, il le décrit comme ça. Juste avec, on dessine ce tableau sur un tableau blanc ou sur une feuille, et on commence à le remplir. Vous voyez, ça n'a rien de technique. C'est vraiment... ça pourrait être fait au moment d'un cadrage de produit par des designers, par un PO quand il veut un peu découper quelque chose en un parcours plus fin. C'est qui sont les utilisateurs? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Comment ils peuvent le faire? Qu'est-ce qu'ils ont besoin en entrée? Qu'est-ce qu'ils attendent en retour? Si jamais on s'aperçoit ils ont besoin des choses en entrée, il faut qu'on se pose toujours la question de d'où ça vient. Peut-être que ça vient d'un autre endpoint d'API, ou peut-être qu'ils ont déjà la donnée. Vous verrez, je mettrai un exemple après. Si jamais ils ont besoin d'un autre endpoint d'API, bon, faut peut-être créer une deuxième ligne, tout simplement. Et puis se poser la question à la fin de comment c'est utilisé, et y compris comment ça peut être mal utilisé, pour voir la sécurité, ou pour voir éviter les erreurs, et puis essayer de redécouper plus finement s'il faut. Et à la fin, on reformule tout ça en quel est le but de l'utilisateur en une petite phrase. Voilà. Ça, c'est le gros de l'atelier. Et à partir de cette simple démarche, en fait, on peut aller vers quelque chose qui est vraiment une translation vers une API REST. Je vous donne un exemple pour que ça parle peut-être un peu plus de comment on peut le remplir. Le e-commerce, tout le monde voit de quoi on parle. Bon, ce sont des consommateurs, ils veulent acheter un produit, ils doivent rechercher. Et pour ça, en entrée, ils ont besoin d'un catalogue de produits qui soit disponible. Et puis d'une requête de quelques mots-clés qui vont leur permettre de trouver dans ce catalogue de produits ce qu'ils cherchent. Qu'est-ce qu'ils veulent en sortie? Une liste de produits. Et pour faire quoi? Éventuellement l'ajouter dans un panier. Du coup, vous voyez que l'ajouter dans un panier, on a une deuxième ligne. Et puis en entrée, ils ont besoin d'un catalogue. En réalité, on a besoin qu'il y ait un administrateur qui soit capable d'ajouter des produits dans le catalogue. Voilà. Et puis, vous allez découper comme ça en plusieurs lignes, en plusieurs buts pour chacun des utilisateurs. Et ce qu'il y a dans la partie goals, but, à la fin, ça ressemble à rechercher un produit en utilisant des mots-clés, ajouter un produit dans un panier, payer ce panier et le transformer en une commande. On pourrait rajouter plein de choses comme choisir la destination de là où on veut se faire livrer, etc. Ouais. Mais finalement, dans la colonne Goals, on a un parcours utilisateur quasiment. Et ça, derrière, on a les mots-clés Product, Query, Cart, Order, qui vont nous servir à créer des ressources d'API REST. C'est le but de l'atelier, l'espèce de pierre de Rosette qui permet de transformer ce qu'on a dans ce tableau en une API REST. En fait, les inputs, on va commencer à détailler à quoi on veut que ressemble le JSON ou les paramètres qu'on peut envoyer dans l'URL. Le retour, c'est pareil, on va détailler quel est le modèle des données qu'on va répondre. En fonction du type de but, du verbe, on va savoir si c'est une création ou juste une consultation. Et puis, en fonction aussi de ce qu'on a exprimé comme but, ça donne une idée de quel est le bon terme à utiliser pour cette ressource. Quel est le bon mot. Et donc, le design d'API, on passe plus de temps dans un dico à trouver des synonymes que vraiment sur la partie technique. Ou en tout cas, quasiment autant, quoi. Et c'est aussi critique. Je vous passe la démarche technique qu'il y a après. Le but est de traduire ce qui a été rempli dans ce tableau. Il y a une équivalence quasiment 1-1 pour avoir des noms de ressources, des verbes d'action qui correspondent au verbe HTTP, des entrées et des sorties d'API. Je sors d'ailleurs pour vous montrer. Donc ce sera cet atelier, ce sera le premier qu'on va publier sur Figma, puisque c'est un atelier FigJam. Vous pouvez le faire en version papier, ça marche très bien. En version papier-crayon, il marche nickel. La table, elle n'est pas compliquée à refaire.
mais c'est parfois plus simple. Et puis pour centraliser tous les retours, de le faire dans une version FinJam. C'est le premier qu'on publie, mais on va en publier plein dans les semaines à venir. Il y a une petite description en français et en anglais de l'atelier, et je vous montre plus rapidement à quoi il ressemble. Il y a la même introduction que ce que je vous ai montré là au tout début pour cadrer un peu l'atelier et expliquer ce qu'il faut faire. Et ensuite, chaque équipe prend une petite section ici. On peut afficher autant de sections qu'on veut, qu'on a d'équipes. On peut mettre le nom de la feature, et on remplit le tableau, qui, quoi, comment, etc. avec des post-it. On peut faire plusieurs lignes s'il y a besoin de plusieurs lignes. Et ensuite, on a la pierre de Rosette dont je vous parlais, qui est toujours disponible ici. Et autant de fois qu'on a de lignes d'action, on va le retraduire en des opérations HTTP où on va choisir quel chemin, quelle méthode. Là, vous ne le voyez pas trop, mais c'est des cases à cocher. Il y a juste à remplir les petites parties, donc c'est très balisé. Et une fois qu'on l'a fait chaque équipe le fait dans son coin, et après on remet un petit peu en commun pour voir les bonnes idées qui ont émergé de l'un et de l'autre. Voilà, ça c'est le principe de l'atelier. Et très franchement, il marche très très bien, il a des bons résultats, et ça peut être organisé vraiment par tout type de public. Ouais, voilà, si jamais vous voulez le retrouver, vous le retrouverez sur Figma @FrontGuys, le premier. Et sinon, j'ai préparé des QR codes et puis il y a les liens. Je vous ferai tourner on fera passer le support. Pour toutes les slides, il y a toutes les références et toutes les URL de choses à aller creuser si vous avez envie. Je vous propose de passer un petit quiz. L'idée du quiz, c'est vraiment c'est pour essayer de faire gagner une place d'API Days. J'en ai une ou deux. S'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, je pense que je peux en récupérer une deuxième. Venez me voir après. Et donc, il me fallait quelque chose. Donc, j'ai posé une question un petit peu tordue. Est-ce que vous vous souvenez de quel header HTTP est utilisé pour indiquer les autres pages disponibles dans l'exemple de pagination? C'était le slide sur les affordances. Ah, je sais, il n'est pas facile. Quelqu'un se souvient? Links? Ouais, bravo. Bravo. C'est ça. Écoutez, merci beaucoup. Ce que je voudrais vous retenir, si vous devez avoir un takeaway, je vous remets tout ce qui est conclu, chacune des parties. Les API sont des interfaces, pas au sens visuel, mais au sens de connexion. L'expérience qu'a un développeur en utilisant une API aura un impact sur l'expérience utilisateur finale. Reste, c'est très simple, mais simple, c'est pas facile. Et pratiquez, partagez, puis recommencez, et vous avez les ateliers pour vous aider s'il faut. Merci à vous.